Il faut dire qu'au PS, donc moi j'étais dans le milieu associatif depuis mes 15-16 ans, maison de jeunes, comité de quartier de la cage aux ours. Et là, en général, qui vient vous chercher dans ces milieux populaires, c'est le PS, c'est la gauche. Et là, tout naturellement, on m'a un jour attiré dans une assemblée générale du PS. Je trouvais ça très chouette, la dynamique populaire un petit peu. Et je suis tombé sur quelqu'un qui était quand même assez charismatique et qui est toujours resté correct jusqu'au bout, Alain Hutchinson, qui est quelqu'un qui a reconstruit en plus cette section. Et voilà, j'ai repris en main les jeunes socialistes, j'ai milité au niveau des campagnes régionales, législatives, on a fait nos armes en tout cas au niveau électoral comme militants, sans réellement se poser la question de notre engagement, en se disant le PS défend des valeurs de solidarité, de progrès, vous étiez un peu naïf. Pas naïf, mais quand vous êtes jeune, comment voulez-vous ne pas être de gauche, je trouve? C'est très difficile. Moi, des jeunes de 17-18 ans qui ne comprennent pas réellement qui ne comprennent pas vraiment le monde dans lequel ils vivent au niveau de certaines dynamiques et qui se disent tout de suite de droite. Ça me fait peur parce que c'est souvent des gens, et ça j'en vois beaucoup MR, dans les jeunes MR, des jeunes crabes qui se disent de droite sans même réellement comprendre ce que c'est que le libéralisme, juste une espèce de sentiment de supériorité, de dire avec des justifications pseudo-darwinistes, genre il faut une classe dirigeante et nous on veut en faire partie. C'est un peu cette idée-là que vous retrouvez chez beaucoup de jeunes à droite qui n'ont pas réellement compris le message de ce que c'est que le libéralisme. Mais donc voilà. Et puis après, au gré des événements, malheureux ou heureux, des fois, qui vous obligent à vous remettre en question, vous oblige à dire tiens, c'était quoi mon engagement finalement, je pense quoi de quoi finalement, que je reprends mes études, que j'intègre le privé, le monde professionnel, et puis là vous vous rendez compte que les choses sont moins évidentes, qu'il n'y a pas le gros méchant capital face au petit peuple de gauche, qu'il y a même des choses perverses dans les idéologies marxistes, et quand vous mettez tout de bout en bout, moi, à mon niveau, je me suis rendu compte que c'était pas le PS qui apporterait les réponses dont on a besoin, en tout cas face aux défis qui nous attendent. Et au contraire, il faut pouvoir avoir une vision libérale afin de faire en sorte que toutes les énergies puissent se libérer et qu'on facilite la vie des gens finalement pour dégager le maximum de prospérité pour tout le monde et qu'elle soit suffisamment abondante pour qu'elle rejaillisse sur l'ensemble des individus. C'est un peu cette vision quand même un peu plus complexe, parce que dire on est pour le partage, être de gauche c'est facile, j'ai toujours dit, c'est très facile. Être de droite, ça demande une certaine argumentation, non pas parce que c'est indéfendable ou quoi que ce soit, que du contraire, mais parce que la société est beaucoup plus complexe que pour la résumer à des conflits de classe. C'était simple, l'évolution qui fait que je me suis retrouvé libéral aujourd'hui et maintenant. Donc moi, à mon niveau, j'ai réussi à intégrer quelques points dans ce programme. Un grand plan de lutte contre la fracture numérique qui nous permet très simplement de déployer dans toute la commune un maximum d'espace numérique chez les associations qui le souhaitent, avec des ordinateurs, des logiciels d'apprentissage, le tout financé par des dons du privé. Et ça, je le garantis. Et à ce moment-là, faire en sorte qu'on rehausse le niveau des gens qui le souhaitent face à la difficulté d'utiliser les nouvelles technologies, qui est pour moi un des défis les plus importants, parce qu'on parle de fracture sociale et ainsi de suite, mais la fracture numérique, elle place de fait les gens dans un handicap énorme face à ceux qui peuvent utiliser les nouvelles technologies, envoyer un email, un CV, pouvoir gérer son compte en banque, gérer toute une série de choses, Certipost et ainsi de suite. Ces gens-là sont beaucoup plus avantagés face à ceux qui ne savent pas utiliser ces produits. Et le pire, c'est que c'est même pas une question de prix, c'est une question de support, formation. Et quand vous mettez le pied à l'étrier à ces gens pour qu'ils puissent utiliser finalement un PC, c'est tout leur quotidien qui est bouleversé. Et moi, face à des vieilles personnes à qui j'ai aidé un petit peu, avec qui j'animais des ateliers, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la facilité avec laquelle ces gens-là peuvent envoyer finalement faire payer leurs petites factures et ainsi de suite, alors qu'avant elles devaient se déplacer, aller au bureau de poste, aller à la banque et ainsi de suite. Leurs enfants sont noyés dans des obligations professionnelles, n'ont même pas le temps de les aider. Donc finalement, quand vous les aidez à utiliser ces nouvelles technologies, c'est tout leur quotidien qui est bouleversé. Et voilà, donc c'est ce grand plan de lutte contre la fracture numérique.
Et de l'autre, c'est également, donc, dans le programme de la liste du bourgmestre, on a une proposition que j'ai réussi à intégrer qui est le fait d'être convaincu qu'à Scarbeck, on a des quartiers qui regorgent de talents, que ces talents sont inexploités, que je considère que c'en est presque un crime. Et que ces gens, quand on a des talents, il faut pouvoir les soutenir. Je ne crois pas aux grosses structures coûteuses, je ne crois pas aux ASBL subsidiés et à l'occupationnel, je crois aux coups de pouce individuels et au soutien familial qui font émerger des frères Borlée, des Fellaini, des compagnies. Ces gens-là, ils ont su trouver, évidemment, le soutien familial, mais aussi des petits coups de pouce bien ciblés, grâce à des gens qui ont soit un bon carnet d'adresses, soit quelques aides logistiques et des choses comme ça. Ben, ce serait de mettre en place à Scarbeck une structure de l'excellence qui détecterait, essaierait d'en faire ce peu, de détecter, de repérer des jeunes qui ont un haut potentiel entrepreneurial. Au niveau du cursus, il y a des jeunes qui ont envie de faire Solvay, il faut pouvoir être derrière pour les aider. Au niveau sportif et au niveau du musique, du théâtre et ainsi de suite, on a des talents. Ces gens-là doivent pouvoir être soutenus par cette structure de manière souple et ciblée, quoi. Et encore une fois, faire en sorte d'associer à cette initiative des noms d'entreprises privées qui seraient d'accord de financer la structure. Et ça ne coûterait rien aux contribuables, c'est une de mes obsessions, de toute façon, sachant qu'on n'a pas d'argent et que pour moi l'argent du contribuable est sacré. Je refuse au niveau de mon association l'argent du contribuable parce que je considère que quand il paye ses impôts, il ne me le dédie pas. Il n'a jamais choisi de financer mon ASBL, au nom de quoi on doit prendre son argent et me le donner. Donc je trouve que les associations doivent avant tout essayer, ou en tout cas toute initiative publique doit avant tout essayer d'avoir des financements privés pour pouvoir mener à bien ces initiatives, quoi. Et donc c'est ces deux projets, un lutte contre la fracture numérique, cette structure de l'excellence, et puis il y a d'autres propositions dont je parlerai bien plus tard, qui seraient éventuellement d'aller même toquer à la porte des fonds souverains, Qatar, Chine, Émirats, Russie, et de dire, ben voilà, comment en banlieue française avoir le courage de dire à ces pays-là, on a des jeunes, des idées, des entrepreneurs, des entreprises, et de l'innovation à Scarbeck. On a un pôle audiovisuel ici, on a des entreprises qui sont actives comme celles où on se trouve actuellement dans l'intelligence artificielle. Trouver des financements chez ces pays-là, et donc essayer de voir grand pour Scarbeck, quoi. Et il y a ça, il y a également le fait de pouvoir inciter les citoyens d'origine turque et marocaine de Scarbeck, au-delà du simple jumelage, de créer de véritables partenariats avec des villes de Maroc et de Turquie qu'ils connaissent bien, dont ils connaissent bien pour certains le tissu économique local, et d'essayer vraiment de créer de la valeur ajoutée pour Scarbeck via des partenariats beaucoup plus solides que ce que nous avons actuellement. Ça évitera le bourgmestre d'aller faire campagne à Emirdaq, par exemple. Il va faire campagne à Emirdaq parce qu'on l'invite. Bon, c'est le maire d'Emirdaq qui l'invite. Il y va de bon cœur, évidemment. On a beaucoup de citoyens turcs qui sont sensibles à ces questions. Oui, certains vous diront que dans la même situation, ils ne le feraient pas, au nom de certains principes. Maintenant, je crois qu'il se garde bien de faire les choses de manière soignée quand même. Il est parti au mois de juin, il a été sur invitation de manière totalement souple et pas avec tout le tralali électoral. Et c'est vraiment quelqu'un qui a apprécié là, en tout cas au niveau des liens qu'il a pu nouer. Maintenant, quand vous voyez Georges Verzin qui débarque au moment de la rentrée scolaire, il se casse vite fait en Turquie avec une délégation du MR sur le mode de celle qui est partie au Maroc. Hein. Genre, on arrive pour voir qu'est-ce que c'est qu'un Turc, avec quelques candidatures, notamment de Saint-Georges, je pense. Et de manière massive comme ça, avec Louis Michel et ainsi de suite. Là, ça sent quand même l'électoralisme à plein nez de manière beaucoup, beaucoup plus massive. Donc, je pense que c'est dans la manière. Un candidat ne doit pas s'interdire d'aller quand même en Turquie ou au Maroc, dans des pays où les gens qui habitent sa commune sont originaires, même si beaucoup des enfants de Scarbeck sont nés ici, n'ont plus beaucoup de liens avec le pays d'origine. Mais c'est une manière quand même de montrer qu'on a du respect quand même. On a du respect, qu'on prend en compte le fait que le pays d'origine de nos parents nous tient à cœur quand même aussi. D'abord, avant tout, de Stex et du Carme, c'est pas des libéraux. Pour moi, c'est des conservateurs. Et je le dis encore dans mon site, je dis que
l'objectif, ou en tout cas l'enjeu pour les libéraux, s'ils veulent être en situation de pouvoir vraiment à Bruxelles faire pencher le centre de gravité à droite, c'est de se débarrasser des conservateurs. C'est le seul moyen, parce qu'avoir des gens qui ne veulent pas avancer sur des questions concernant les libertés religieuses, qui ne veulent pas avancer sur des questions concernant la liberté de parole et toute une série de choses comme ça ne nous fait que du tort à droite. Et qu'en plus de ça, ils ont l'habitude d'avoir des déclarations proches de l'extrême droite. Désolé, chaque fois stigmatiser leurs semblables d'origine musulmane, en tout cas leurs musulmans de ce pays, les musulmans de ce pays, ça va pas. Et je le dis, chaque fois que Ducam ou Destex prennent la parole pour dire une bêtise, ils gagnent 1000 voix. Et eux, j'irai pas leur parler parce que, en fin de compte, leur objectif, c'est la pension de député. Et ils y arriveront très bien. Parce qu'ils auront toujours 4-5 000 naïfs ou des gens pleins de ressentiments, ou en tout cas, peu importe, de gens qui voteront pour eux. Par contre, le parti, lui, à chaque fois sur Bruxelles, perd 5-6 fois plus de voix. Quand il entend des gens, quand des gens entendent des déclarations pareilles alors qu'ils sont prédisposés à voter à droite. On a une grande partie de la population qui fait partie de la classe moyenne, qui paye des impôts, qui a les mêmes préoccupations, on va dire, qu'un électorat de droite classique. On a beaucoup de professions libérales parmi les musulmans de ce pays et parmi les musulmans bruxellois. Or, ces gens-là votent par défaut, soit à gauche, soit ailleurs qu'au MR. Et donc, à un moment donné, il faudra se poser la question de savoir est-ce qu'on veut réellement à Bruxelles faire passer le centre de gravité à droite ou non. Donc voilà, leur conception du libéralisme, elle n'est pas la mienne, parce que pour eux, tout ce que j'entends, c'est le mot interdire. Vous voyez les débats de ces dernières semaines sur toute une série de choses. Vous entendez le mot interdire, contrôler, interdire de la bouche de libéraux. C'est dingue. C'est dingue. À la limite, certains ont leur place au Parti populaire, d'accord, ou à l'MV, mais pas dans un parti libéral. Et je suis désolé, sur des questions qui fâchent, comme la question du voile, les libertés religieuses, sur les libertés des peuples, la question palestinienne, sur les libertés de parole, pour des questions un peu polémiques comme celle de l'humoriste Dieudonné par exemple, les libéraux se doivent d'avoir quand même la position la plus ouverte. Puisque moi, en tant que libéral, la valeur première, c'est la liberté. C'est la liberté. Elle est au-dessus de la neutralité de l'État, elle est au-dessus même de la solidarité ou de l'égalité. C'est une question de cohérence. Et donc, sur ces questions-là, pour moi, la liberté doit pouvoir primer et n'avoir de limite que celle de l'exercice des autres individus, en tout cas de leur liberté. Et donc, quand vous y réfléchissez, en quoi le fait de porter le voile empêche celle qui ne veut pas le porter? En quoi la liberté de parole, aussi choquante soit-elle, empêche les autres de dire ce qu'ils veulent? En quoi, si on va un peu au niveau de la liberté des peuples, en quoi la liberté du peuple palestinien dans les frontières de 67, ce qui est demandé par tout le monde, Hamas et Hezbollah compris, empêche les Israéliens de ne pas vivre en paix dans leur pays? Donc voilà, sur ces questions-là, les libéraux sont absents. On a laissé la gauche s'approprier ces thèmes-là, alors qu'on doit être à la pointe de ces combats. Voilà. Et donc moi, en tant que libéral, aujourd'hui, les questions sur lesquelles je suis, en tout cas, je reste cohérent et qui sont traversées par cette notion de liberté, que ce soit au niveau économique, entrepreneurial, au niveau des libertés philosophiques, religieuses, et ainsi de suite. Je suis en accord avec moi-même et en accord avec ce qu'est le libéralisme, en tout cas authentique. Des gens comme Destex, Ducarme et autres, je ne sais pas ce qu'ils font chez nous. Et il faudrait un moment se poser la question de savoir quelle est notre identité à droite. Et ben voilà, moi si j'étais parmi les dirigeants, j'aurais une réflexion un peu plus intelligente, ne serait-ce que pragmatique. L'UMP ratisse très large en France. Il admet en son sein énormément de courants. Et il y en a qui commencent à s'exprimer dans des sens quand même assez différents de ceux entre un copain, un filon et toute une série d'autres dirigeants. Vous avez énormément de différences. Au mouvement réformateur, ici dans notre pays, on n'admet pas ça. On n'admet pas des courants différents alors que ce serait profitable. Je ne dis pas ratisser large au sens jusqu'à perdre son âme, mais se dire, ben voilà, au mouvement réformateur, j'admets qu'il y ait des défenseurs, par exemple, de la cause palestinienne.
On a des gens, c'est public, on le sait, comme Viviane Tettelbaum, qui prennent des positions en faveur d'Israël. C'est leur droit. Mais il faut des Viviane Tettelbaum palestiniens aussi. Il faut qu'on laisse ces gens-là pouvoir avoir leur place dans ce courant-là. Et voilà, et que ça fâche personne, et que soit elle ou d'autres, on se rejoigne sur des questions fondamentales liées aux libertés, mais que sur des questions autres, ben, on aille vers nos bases, et qu'on essaye de finalement pousser dans le sens voulu les idées qu'on défend sur des questions comme les questions internationales, les questions de la liberté du voile, etc. La même chose au niveau des libertés religieuses. On doit pouvoir admettre une différence, une pluralité des idées, à droite également. Voilà. Et c'est à droite que ça pourra s'exprimer, et pas au PS. Le PS est un parti trop militarisé, trop structuré que pour admettre des visions différentes de celles de la fédération et du parti. La droite aurait tout à y gagner de cette forme de décentralisation idéologique. Et donc voilà. Donc tout le monde a sa place, je trouve, au niveau de la liberté d'opinion, mais et des différents thèmes défendus, mais il faut pouvoir laisser toutes les composantes s'exprimer. Quand on a dénoncé le fait, ou des gens ont dénoncé le fait que Mourad Denizli figurait sur la liste PS, personne ne s'est ému de ça. Personne. Il y a eu un consensus pour gentiment le reconduire à la porte. Redouane Boulal avait aussi des positions bien particulières sur certains thèmes, en plus de sa personnalité, certes, mais là aussi, quand on a barré gentiment la porte au niveau du PS, que ce soit en section ou au niveau de la liste dès le départ, il n'y a pas eu de voix. Maintenant, parce que des gens l'ont dénoncé. Maintenant, quand certaines personnes dénonçaient également le fait que sur cette liste, il y a des gens qui ont une idéologie, qui en tout cas sont partisans de certaines idées, disons-le clairement, qui sont sionistes, actifs, en quoi ce serait un problème? Je veux dire, quand on critique ce genre de choses, tout de suite on est catalogué parmi la bande à Himmler, à Heinrich. Allez, il faut un petit peu à certains moments sortir de cette forme de diabolisation. Et en plus, me concernant, ça s'est fait dans un cadre, c'était à partir d'un tweet, et sur Twitter on est très souvent ironique. Et de là, toute une petite machine s'est emballée en pointant le fait qu'on dénonçait, ou en tout cas qu'on critiquait sa judéité. Moi, on critique ni sa judéité, ni son islamité, ni quoi que ce soit d'autre. C'est une critique, ou en tout cas le fait de mettre en lumière certaines de ses idées. Vous ne pouvez pas détacher un candidat de ses opinions sur des sujets importants pour lesquels beaucoup d'habitants escarbécois sont quand même attentifs. Il faut pouvoir leur dire, voilà, vous allez voter pour un candidat qui a des idées précises sur certains sujets. Point. C'est tout. Or, voilà, tout de suite, on essaye de sortir pour décrédibiliser le candidat. Ça fait des années que je suis en politique. J'ai participé à ce programme de la liste du bourgmestre. J'ai des idées précises sur la manière de créer de la richesse, sur la manière de libérer des potentiels, sur la manière de faciliter les gens au niveau de la commune de Schaerbeek. C'est pas aujourd'hui qu'il y a des gens qui vont venir me mettre dans une boîte et résumer mes idées au fait que je puisse être un antisémite ou un antisioniste. J'en ai vraiment rien à battre. Quelqu'un comme Goldstein, je ne le calcule même pas, et je dirais même à Madame Onkelings qu'elle puisse un peu maîtriser son numéro 2, qu'il arrête de s'agiter et de tirer dans tous les coins pour essayer un peu de faire remonter à la surface un débat qui n'a pas lieu d'être durant ces communales. À Schaerbeek, on a des synagogues, on a des mosquées, les gens ont toujours vécu en bonne intelligence, il n'y a pas de raison de venir amener ce genre de thématique sur la table. Mais s'ils veulent essayer de débattre, qu'ils viennent débattre sur des idées concrètes qui concernent notre programme et qu'ils ne viennent pas prendre des déclarations sur Twitter ou de l'ironie ou de l'humour noir, ou même certaines déclarations de personnes qui ont été franco quand même, hein, du côté de la liste égalité et d'autres, pour essayer d'en faire une espèce de position de tous contre le pauvre Yves Goldstein, quoi. Donc voilà, il faut juste de la sérénité et qu'on arrête un petit peu de pointer du doigt les gens dès qu'ils osent une critique sur un candidat, quoi. Déjà au niveau du nombre de sièges, je crois que ce sera suffisant. 27, 28 sièges, ça devrait être faisable sans trop de problèmes. L'acte de présentation sera signé, sera rentré et on pourra se mettre au travail. Je crois que ça pose aucun souci. Maintenant, c'est pas impossible qu'on fasse même plus. Sachant que Ecolo se porte très bien, le CDH fait une bonne campagne et nous de notre côté, tout se passe pour le mieux.
Voilà. Maintenant, la logique voudrait, la mathématique voudrait que ce ne soit peut-être pas possible le soir du 14. Je ne pense pas vraiment qu'on arrivera à cette situation, mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que tous les partis chercheront à construire une majorité autour de la liste du bourgmestre. Quoi qu'il se passe, parce que une commune comme Schaerbeek, vu ce qui nous attend, vu les projets qui sont en cours, ce n'est que dans la liste du bourgmestre que vous pouvez retrouver des compétences telles, en tout cas des compétences qui puissent vous permettre de gérer Schaerbeek et de continuer à la gérer. Parce que quand vous êtes autour d'une table avec un Bernard Clairfailly, un Étienne Noël, Cécile Jodon, Bernard Guillaume, donc Michel Deherde et d'autres, vous voyez, vous voyez que le niveau en tout cas vole très haut. C'est des gens qui sont là pour gérer les choses, qui connaissent leur matière, qui connaissent leur commune et qui ont déjà initié une série de projets, ou en tout cas sont en train de suivre une série de projets. Et donc demain, changer une majorité complètement et mettre sur la table, je ne sais pas, qui vous voulez, Yves Goldstein, d'accord, peut-être le niveau, mais je veux dire, en termes de connaissances, en termes de manière de travailler avec l'ensemble de ses partenaires, Catherine Moreau, même chose au niveau expérience, donc je ne vois pas comment on pourra construire une majorité, comment il pourrait construire une majorité seule, PSMR, Afaf et Mamou, et ainsi de suite. Donc non, ils n'ont pas les hommes pour pouvoir le faire. Déjà à ce niveau-là. Ni les femmes. Oui, quand je dis les hommes, bon, les femmes aussi, maintenant, vous avez suffi à boire faim. J'aurais fait une excellente échevine. Malheureusement, on voit ce qui s'est passé. Mais donc, et la relève n'est pas là au PS. Donc, vous avez des jeunes qui ont le niveau, qui ont l'intégrité, très important, et qui ont le sérieux pour pouvoir bien faire les choses, mais ils ne seront pas en situation électoralement de pouvoir le faire. Donc, voilà. Ensuite, au niveau du programme, je suis désolé, le PS a fait beaucoup de bruit sur son programme. Maintenant, moi j'ai lu le programme du PS. C'est 15 ou 16 fois le mot Belliris qui revient. Ils n'ont que ça en magasin. Belliris, Belliris, Belliris. Et il ne faut pas oublier que Belliris, c'est du one-shot. C'est quelques millions d'euros qu'on injecte sur certains projets qui ne sont pas des politiques structurelles. La gestion du stationnement, la qualité des écoles, toute une série de choses qui concernent le quotidien des Schaerbécois, ça n'a rien à voir avec Belliris. Donc c'est beaucoup de poudre aux yeux, c'est des beaux projets dont on est preneur, comme on a été preneur pour le crossing, le stade de la rénovation du stade du crossing et le parc Dauphin, mais il n'y a rien de structurel. Ou alors on se sert de Belliris pour mettre en avant la faisabilité de certains projets douteux. Je suis désolé, le métro comme ils l'ont présenté, traversant une grosse partie de Schaerbeek, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Vous prenez une image de Bruxelles dans la fin des années 60, une image de Bruxelles maintenant, c'est la même chose. Tous les gros chantiers, les métros, tous les énormes chantiers ont été faits à ce moment-là parce que le pays était faiblement endetté, il y avait de l'argent, il y avait de la main-d'œuvre venue des pays étrangers et il n'y avait pas de contraintes urbanistiques. Aujourd'hui, vous voulez planter un poteau ou un arbre, il vous faut des commissions de concertation, ainsi de suite, informer les riverains, des études de stabilité, ainsi de suite, ce qui ne se faisait pas avant. Donc aujourd'hui, vous avez qu'à voir le métro de la Croix ou certaines ramifications de métro, on a dû dépenser des milliards, des années avant que ce puisse être faisable et dans la douleur. Et venir me dire à moi, aujourd'hui, qu'on a l'argent et les moyens et le temps d'aller mettre un métro qui va traverser de bout en bout Schaerbeek au milieu de toutes les habitations, c'est se foutre de la gueule du monde. Surtout qu'ils ont mis 2020, mais on est certain, raisonnablement, que même si les moyens étaient là et qu'il n'y avait pas de contraintes, on ne finirait pas ce bazar avant 2025 ou 2030. D'ici là, je ne sais pas si le PS sera encore là. Donc dans tous les cas, c'est des effets d'annonce. Il n'y a rien de structurel dans ce programme. Tout ce qu'il propose, et vous voyez, je me suis amusé à relever la présence du mot prolonger, continuer. Il est constamment présent. Ils veulent continuer notre politique, la prolonger, l'améliorer. Mais jamais vous ne retrouvez le mot cesser. Je crois que je l'ai retrouvé une seule fois. Cesser, arrêter, changer, changer, il est une seule fois. Dans tout le programme, changer. Le mot changer n'est repris qu'une seule fois dans le programme du PS. Donc la preuve qu'ils sont dans notre continuité. Ils veulent continuer, en tout cas ils ont la prétention de continuer un travail dont les hommes les plus aptes à le faire sont chez nous. Les hommes et les femmes sont chez nous. Donc voilà au niveau de leur programme, il y a deux mesures purement PS
purement de gauche, purement idéologiques, il faut le reconnaître, qui sont sur le programme du PES. Le problème, c'est que ce sont deux mesures dans lesquelles ils se plantent. Ils se plantent, ces deux mesures idéologiques, c'est la privatisation du stade. En tout cas, c'est arrêter la privatisation de la gestion du stationnement. Donc, ils veulent arrêter avec Rovers. Donc, l'entreprise avec laquelle la commune de Schaerbeek travaille pour percevoir les amendes de stationnement, ils veulent cesser le contrat. Voilà une entreprise dont c'est le métier, qui le fait mieux que l'administration, hein, avec un budget quand même maîtrisé, parce que ce sont des coûts quand même qu'on maîtrise en externalisant cette mission, et qui travaille en plus avec Jean Demanet et Rudy Vervoort, deux bourgmestres socialistes à Saint-Josse-et-Evere. Au lieu de commencer chez eux, ben, ils viennent nous dire qu'il faut arrêter ça sur Schaerbeek. Donc c'est de l'idéologie pure. Comme ils ont un souci avec les privatisations, ben, ils ont ça. Et également le fait, la deuxième mesure, c'est de revoir certaines privatisations liées aux services scolaires, comme celui des repas scolaires, encore une fois, Sodexo, dont c'est le métier, dont l'enveloppe est maîtrisée, et qui travaille avec plein d'écoles socialistes, même à Bruxelles-Ville. Ben, qu'est-ce qu'on veut faire ici à Schaerbeek? On veut cesser le contrat avec eux, pour des simples questions idéologiques. Comme ça, on laissera filer les coups et on pourra peut-être éventuellement mettre des amis. C'est peut-être ça qu'ils ont derrière la tête. Mais voilà, c'est deux seules mesures vraiment de gauche. Le reste, c'est du copier-coller de ce que nous, on a déjà fait, avec juste un coup de poker sur l'avenir en disant éventuellement avec Belliris, on va essayer, faire ci, faire ça. Mais voilà. Et pour terminer au niveau du programme, oui, au niveau du CDH, je veux dire, au niveau des colos, au niveau des programmes CDH, c'est aussi un programme assez correct qui rejoint énormément le nôtre sur la manière dont il faut gérer la commune. On s'accorde sur la même méthodologie. Maintenant, ils ont quelques propositions qu'il faudra discuter au moment de l'accord de majorité. Écolo, c'est un programme écolo. Et ça, ils ont le mérite d'avoir un programme en ligne avec leur idéologie. C'est clair qu'il faudra discuter énormément de points avec eux pour essayer un peu de les obliger à mettre de l'eau dans leur vin, pour essayer un peu de dégager des compromis, mais ils ont le mérite d'aller devant leurs électeurs et de proposer un programme écolo, quoi. Et ça, voilà. Ça, au moins, ils ont la franchise de le faire. Moi, j'aurais aimé un PS qui aurait été vers ses électeurs de gauche en disant, voilà, j'ai un programme à gauche. Voilà, j'ai un programme de gauche. Vous savez ce que je pense de la gauche et de l'idéologie marxiste, mais voilà, au moins, ça a le mérite d'être franc, d'être moins pauvre et de dire bah, on veut faire ça, 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 et voilà comment on voit les choses. S'ils veulent une commune plus solidaire ou s'ils veulent en tout cas plus de redistribution, on doit pouvoir retrouver ça dans un programme de gauche. Je ne vois pas ça là-dedans. C'est juste une prolongation de ce que nous désirons faire, quoi, de ce que nous avons déjà fait. Elle partira. Elle va partir, elle ne va pas rester. Elle n'aime pas la commune. Vraiment. C'est à Schaerbeek, soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Et elle n'aime pas, on le voit, elle s'oblige. J'ai des amis à moi qui sont voisins proches et qui me le disent, elle n'est pas là, elle ne sort même pas près de chez elle. C'est vrai qu'en tant que ministre, elle a beaucoup de choses à faire, mais on ne la sent pas en phase avec la commune. Et même son deuxième de liste, hein, vous voyez, quand il tweet, il dit voilà, je suis là, quel beau coucher de soleil, quel marché, quel si. Comme un touriste, au fait. Alors que moi, comme Schaerbeekois, je ne m'émerveille pas de choses qui me paraissent logiques, quoi. Bah, c'est très simple. Bah, ayez de l'ambition pour votre commune. Ayez de l'ambition pour les vôtres, pour vous, pour vos enfants. Schaerbeek a du potentiel, énormément, du potentiel même insoupçonné, pour que nous puissions faire de Schaerbeek demain the place to be. C'est mon idée, c'est mon projet, et en faire une commune qui rayonne même sur le reste du monde. Donc n'hésitez pas à aller voir mes idées sur mon site www.schaerbeek2012.be.